Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de recommandations sur le thème des animaux. Je recherchais encore une fois un thème pour regrouper des livres que j'ai lus par le passé et dont j'aimerais bien vous parler. Donc ce sont des livres qui sont dans la liste de mes livres lus sur mon profil Livre Addict et ce sont des livres qui m'ont tous plus ou moins plu. Il y en a 10 et je vais vous en parler dans un ordre à peu près chronologique, du plus récent au plus ancien. Tout d'abord, je vais vous parler de L'Appel du renard de Charlie Reinhardt aux éditions Milady. C'est une romance MM et bitlit puisque certains personnages peuvent se transformer en renards. Et j'avais assez bien aimé, même si l'enquête pour moi n'avait pas pris autant de place que ce que j'aurais souhaité. C'était quand même une romance qui prenait une ampleur qui me satisfaisait et je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait trop de ça ou même trop de rapports d'écrits. Il me semble pas qu'il y en avait trop, que le roman en était rempli. Je me souviens que l'écriture m'avait plu, que l'histoire était sympa et je m'étais dit qu'un jour, si jamais j'avais envie à nouveau de ce type d'histoire, avec un petit peu plus de romance que d'intrigue, j'allais me procurer le tome 2. Le résumé: pour des métamorphes qui vivent cachés, l'amour est peut-être le plus grand des dangers. Après avoir vécu l'enfer en Afghanistan, l'ex-lieutenant Sander Jolan est de retour dans sa petite ville natale du Wyoming. Devenu shérif, il y mène une vie tranquille, jusqu'à ce qu'on découvre dans les bois attenants un corps atrocement mutilé. Sander pense à une bête sauvage et ce n'est pas le ranger Will McBoyd qui va le contredire. Le shérif n'a pas le choix, grand solitaire dans l'âme, il doit faire équipe avec ce bel homme mystérieux pour retrouver l'animal. Ce qu'ignore Sander, c'est que Will sait qu'il ne s'agit pas d'une simple bête mais d'un métamorphe comme lui-même. Car Will fait partie d'une meute de renards installée non loin et il est là pour retrouver le coupable avant qu'il ne trahisse leur existence. Mener l'enquête tout en poussant Sander sur une fausse piste ne va pas être facile, sans compter l'irrésistible et inexplicable attraction qui va naître entre les deux hommes à leur corps défendant. C'est assez classique, c'est assez cliché si vous voulez, mais c'est pas gênant pour autant. J'ai bien aimé le développement des personnages. Il y avait Sander qui était un petit peu bourru, il me semble, qui avait fait la guerre et qui avait aussi ses petits traumas personnels. Et puis il y avait Will qui faisait partie de sa petite communauté, qui voulait la protéger et qui devait mener son enquête avant le shérif et donc était obligé de faire semblant de collaborer avec lui. Moi, c'est le genre de situation que j'aime bien. C'est de base un genre de enemies to lovers, même s'il n'est pas forcément connu de tous les personnages, on va dire. Will, il est là en sachant qu'il va envoyer Sanders sur d'autres pistes. Et Sanders, donc, il est pas trop au courant de ce qui se passe dans son dos, il n'est pas du tout au courant de l'existence, évidemment, des métamorphes, et il essaye juste de mener son enquête. Il y a quand même un petit peu de mystère sur l'enquête, il y a quand même un petit peu de mystère sur l'identité du coupable et sur ce qui a bien pu causer de tels dégâts sur un humain, parce que les dégâts sont quand même assez monstrueux, et ça ressemble pas du tout à ce que ferait un renard, donc on a quand même cette communauté de renards et on sait pas d'où vient cette bête étrange qui fait des ravages. Donc il y a un petit côté quand même sympa au niveau de l'intrigue et au niveau de l'enquête, mais je m'attendais à un tout petit peu mieux. Et comme les tomes suivants, c'est sur des couples différents, des couples qu'on voit déjà un petit peu apparaître, je comprends que ça puisse donner envie de lire la suite, mais dans l'immédiat je n'avais pas envie parce que je préférais plus d'intrigue justement. Mais je sais que ça m'attend et que si j'ai envie, je peux acheter le tome suivant. Donc si vous aimez les histoires de change-forme, de métamorphes et que vous aimez les romances MM, vous êtes servi avec celui-là. Je reviens sur ce que je disais, hein, c'est pas du tout dans l'ordre croissant et je pense que je vais même pas pouvoir les réordonner maintenant parce que c'est un petit peu le bazar. Le roman suivant dont je vais vous parler, c'est L'Esprit du Tigre de Melvin Burgess chez Folio Junior. C'est un roman que j'ai lu il y a particulièrement longtemps, je serais incapable de situer quand. Après sur Livre Addict, j'ai mis en masse tout ce dont je me souvenais que j'avais lu et après à chaque fois que je me souviens d'un nouveau truc, je le mets, je l'ajoute. C'est extrêmement rare ces derniers temps parce que je pense que j'ai à peu près tout mis de ce dont je peux me souvenir réellement. Par exemple, là il y a quelques jours, je me suis souvenu que j'avais lu Toby Lowness. Alors là, ça s'est sorti des limbes de mon inconscient, je ne sais même pas comment. Mais oui, voilà, j'avais lu Toby Lowness, le tome 1, je pense pas avoir lu la suite. Je retrouve un petit peu ces choses-là, j'essaie de me retrouver l'ambiance dans laquelle j'étais, est-ce que j'étais plutôt au collège, est-ce que j'étais plutôt au lycée, puis après j'estime la période. J'aime bien un petit peu me faire un historique de tout ce que je disais quand j'étais ado et enfant, parce que je sais que je peux arriver à faire une estimation approximative. Et donc on a L'Esprit du Tigre que j'ai sûrement estimé sur Livre Addict, mais là je l'ai pas noté. Et L'Esprit du Tigre, donc avant de vous lire le résumé, il faut savoir que c'est un roman qui m'a laissé sur ma faim, c'est-à-dire que je l'ai adoré, mais j'aurais aussi adoré qu'il fasse 2 fois plus de longueur, ou 3 fois même. J'adorais l'univers, les personnages et le mystère qu'il y avait autour d'eux, et je crois que la fin était peut-être légèrement ouverte, mais bref, j'étais trop déçue que ça se termine, je me souviens. Et du coup voilà, c'est vraiment ce genre de bouquin. J'ai vraiment adoré la lecture, et à la fin, je trouvais que c'était trop vite terminé quoi, et c'était pas mal terminé, c'était juste trop rapidement terminé, et je voulais une suite. L'attraction principale du parc aux tigres, située dans les collines somptueuses et sauvages des Yorkshire Dales, c'est le repas des fauves,
des moutons vivants qu'il déchire à belles dents sous le regard des visiteurs avides de spectacles sanglants. Mais les finances du parc ne sont guère brillantes et le guide et sa femme décident de tirer en meilleure partie des grands fauves. Ils vont les tuer et les vendre à Li Yung, un chef de la triade chinois. On sait en effet que les organes et les os des tigres possèdent aux yeux des Chinois de puissants pouvoirs thérapeutiques. Li Yung est lui-même rongé par un cancer et il est convaincu que seuls les os de Layla, une tigresse magnifique en qui il a reconnu l'esprit du tigre et dont le regard intense possède une puissance hypnotique, pourraient redonner à son corps la force qu'il a quittée. Steve, un jeune garçon de 12 ans, n'échappe pas à la fascination qu'exerce Layla. Une nuit, donc, le massacre a lieu, Lila s'échappe. La tigresse aux abois se réfugie chez Steve et opère une extraordinaire métamorphose. Elle est en train de me manger mes décorations. Regardez-moi ce monstre. Et ronronne en plus. Je me souvenais pas de l'histoire, de ce côté dangereux, du fait qu'ils allaient massacrer les tigres, et en l'occurrence je suppose qu'ils ont massacré les tigres, sauf du coup Layla qui doit s'échapper. Je me souvenais qu'elle fuyait quelque chose, mais il me semblait qu'elle fuyait tout simplement l'endroit où elle était retenue. Et on sait que donc Layla est très spéciale, elle est l'esprit du tigre. Dès le début, on se rend compte qu'elle est spéciale parce que quand des moutons sont livrés dans l'enclos, ils sont tout à fait vivants et ils ont un peu leur instinct de survie qui frappe et ils se mettent à courir. Mais elle a jamais besoin de courir parce que les moutons sont un peu hypnotisés et donc ils viennent directement vers elle, quoi. Et après, elle les dévore sans aucun souci. Et il y a vraiment ce côté très surnaturel de cet animal qui a un pouvoir un peu mystérieux. Et je trouve que c'est très original. Je crois pas avoir vu dans d'autres histoires des animaux avec des pouvoirs magiques. Mais voilà, donc Layla, je dis Layla parce que j'ai lu tout avec un accent anglais, les noms des personnages et le lieu où ça se passe, mais évidemment, voilà, on peut l'appeler Lila quand on lit en français. Mais donc Lila, elle est très spéciale et le petit garçon va s'en rendre compte. Et donc quand elle va s'échapper, il va pouvoir entrer en contact avec elle. Et c'est un roman extrêmement court. C'est un petit folio junior, j'avais trouvé ça, c'était... Voilà, et je me souviens qu'il y a le visage du tigre qui tourne d'un côté, et puis je crois qu'il y a une petite fille peut-être sur la couverture. Enfin bref. En tout cas, si jamais vous l'avez lu, et que vous en avez un avis différent, dites-moi. Je sais qu'à l'âge où je l'ai lu, je sais pas quel âge c'était, ça m'avait vraiment fichu un coup, et je voulais plus d'histoires comme ça. Ça m'a vraiment marqué parce qu'encore maintenant, des années après, je me souviens vraiment de cette ambiance et de cette déception à la fin de la lecture, quoi. Ensuite, je voudrais vous parler du Club du Grand Galop de Bonnie Briand chez Bayard Poche. Je pense que tout le monde connaît le Club du Grand Galop. Je tenais juste à en parler parce que ça fait partie de ces romans avec des animaux que j'ai lu, que j'ai adoré et que je me suis enfilée. J'en ai dévoré et dévoré à la pelle. En fait, j'allais dans une bibliothèque avec mon père tous les week-ends. Je devais avoir 11-12 ans. Et on empruntait des tonnes de trucs. Je me souviens qu'on avait une grosse pile de BD souvent. Et j'empruntais également des piles et des piles de Club du Grand Galop. J'en avais vraiment une montagne comme ça, avec des livres tout petits, tout fins comme ça. Et il y en avait une dizaine peut-être, et j'empruntais ça pour le week-end. Hein. C'est-à-dire que je me lisais ça en un week-end. Je me souviens même pas, vous voyez, ce que ça racontait précisément. Je sais que je regardais quelques épisodes du Grand Galop aussi à la télé, donc je sais à peu près quelques trucs qui se passent. Mais au niveau des livres, je crois qu'il y a une chose qui m'a marqué surtout, et c'était l'histoire d'un cheval que Carole, je crois, était obligée de monter. C'était celui qu'on lui avait assigné, et c'était comme ça. Et elle aimait pas du tout ce cheval parce que quand elle le montait, ça se passait pas bien, elle arrivait pas à lui faire, à lui indiquer des ordres, elle arrivait pas à communiquer avec lui. Et un beau jour, il y a eu une épreuve particulière à laquelle elle a participé. Elle a enlevé la selle, la bride, tout. Et elle s'est rendue compte que le cheval, il l'écoutait à mort, il avait les oreilles en avant, il la suivait, il regardait tout ce qu'elle faisait, tous ses gestes, il lui obéissait. Et elle a découvert une osmose avec ce cheval, tout simplement libre en fait. Elle communiquait 1000 fois mieux avec lui en étant devant lui et en le guidant et en le dirigeant à côté de lui en fait, et en étant un peu son égal plutôt qu'en montant ce cheval. Et je me souviens que ça m'avait assez marqué parce que ça m'avait un peu parlé, parce que j'ai eu moi-même une expérience avec un cheval aussi qu'on m'avait assigné pendant une colonie de vacances et j'avais 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, on avait tous notre cheval ou notre poney et on n'avait pas le choix, on devait le garder pendant ces 2 semaines. J'étais en Irlande et je me souviens que je détestais le mien. C'était une jument qui s'appelait Pepper, je crois. Et je me souviens d'ailleurs qu'avec l'accent irlandais, je sais plus, il disait Pippa, Pippa, j'entendais Pippa, je comprenais pas qui c'était Pippa, et en fait c'était Pepper, P-E-P-P-E-R, il me semble, le poivre. Et cette jument, en fait, au bout de quelques temps, je me suis mise à savoir comment lui parler, comment la diriger
tout en montant bien sûr, hein, c'était pas du tout la même expérience que Carole dans le club du Grand Galop. J'avais découvert un peu comment elle réagissait aux signaux que je lui donnais, et je me souviens qu'une fois en fait, il y avait un exercice où on devait tous échanger de chevaux et on devait filer le nôtre à quelqu'un d'autre et tout, et je m'étais retrouvée sur un tout petit poney gris sur lequel je galérais en fait, et la fille qui me le donnait, elle était trop contente de pouvoir changer parce qu'elle supportait pas son poney. Et je lui avais filé le mien, qui à ce moment-là, du coup, était totalement en osmose avec moi. Et je me souviens qu'elle avait ragé sur lui parce qu'elle n'arrivait pas à le faire avancer, elle voulait pas. Puis Pepper, en fait, elle était extrêmement bornée. Elle ne voulait pas avancer quand on la talonnait, elle ne voulait pas bouger. Je me souviens d'ailleurs qu'une monitrice m'avait crié dessus et m'avait dit mais il faut juste faire comme ci, comme ça. Elle avait monté Pepper en fait et elle lui avait mis un gros coup de talon et elle avait dit si tu le montes pas, que t'es plus forte qu'elle, ça va pas fonctionner. Et la jument elle avait oh là, elle avait flippé, elle avait fait un grand bond en avant. Et au final j'ai jamais eu besoin de m'acharner sur les flancs du pauvre cheval. Non, moi j'avais une autre technique, j'avais aucun problème pour la faire avancer. Mais ça a mis du temps hein, quand même, hein. Je me souviens que j'ai ragé une bonne partie du séjour et puis une fois que j'étais bien dessus, là c'était parfait. Ça me fait vraiment énormément penser à cet épisode que j'avais lu dans le club du Grand Galop où en fait tu mets du temps à apprendre à connaître ton cheval et une fois que tu le connais, que tu sais comment il réagit, que tu sais comment il veut que tu communiques avec lui, eh bien t'as plus aucun problème et c'est beaucoup plus simple. Maintenant je ne fais plus d'équitation depuis un moment et c'est vrai que je ne suis plus trop pour d'embêter un pauvre animal pour le faire avancer sous toi parce que tu veux t'amuser et que voilà, je ne sais pas. J'aime beaucoup les chevaux, j'adore toujours les chevaux, d'ailleurs il y a plusieurs romans sur les chevaux que vous allez voir dans cette série, mais c'est vrai que l'équitation, j'ai beau toujours aimer ça parce que j'en ai fait, je ne sais plus trop quoi en penser, mais bon je ne condamne personne. On va passer à un autre roman et il s'agit du Faucon déniché de Jean-Côme Noguès au livre de poche. Ce roman, je vous en parle parce que j'ai bien aimé l'histoire, mais j'ai été traumatisée par la fin. Et en fait, j'ai tellement été traumatisée par la fin que je n'ai pas voulu comprendre ce qui s'était passé à la fin. Et je me souviens que j'ai dit à ma mère, lis ces pages à la fin, et explique-moi ce qui s'est passé. C'était presque abstrait la manière dont c'était décrit en fait. Il n'y avait pas tous les mots pour expliquer concrètement ce qui se passait. C'était plus t'es témoin d'une scène et c'est fini. Et le roman est terminé. Pour ceux qui n'aiment pas quand ça se termine mal pour des animaux, ne lisez pas ce roman, je suis désolée. À refaire, je ne le lirai pas, je pense, même si j'ai beaucoup aimé la lecture de ce roman. Je trouve que la fin était ultra violente et cruelle pour rien. Si jamais ça vous intéresse, que vous êtes curieux, un peu la petite curiosité morbide et que vous voulez savoir ce qui a bien pu être écrit dans un roman pour enfants, eh bien, vous pouvez le lire. Ce n'est pas non plus sanglant ni rien du tout, c'est juste une scène à laquelle je ne m'attendais pas à la fin, alors que tout se passait de toute évidence très bien. Martin a un secret, il cache un jeune faucon qu'il réussit à apprivoiser. C'est une aventure dangereuse car en ces temps-là, le petit paysan risque la prison s'il garde pour lui l'oiseau réservé aux chasses du seigneur. Mais Martin s'en moque, il refuse de se soumettre et rien ne l'arrêtera. Un faucon, Martin adorerait en avoir un. Hélas, seuls les seigneurs ont ce droit, et le jeune garçon est un cerf. Malgré les lois féodales, Martin déniche un jour un oisillon. « Personne jamais ne nous séparera, personne », murmure Martin à son nouvel ami. Mais dans l'ombre de la forêt, l'impitoyable fauconnier du château veille. Il veut faire du rapace l'oiseau le plus féroce, le plus avide et le plus cruel de la fauconnerie. C'est l'histoire d'un garçon donc qui trouve un petit oisillon qui adorerait avoir un faucon et qui va l'élever et qui va se retrouver avec un faucon adulte plutôt fidèle. Le problème bien sûr c'est que il n'est donc pas censé en avoir un et on va le lui retirer. Et après ça, il va se passer un certain nombre de choses puisque ce petit garçon va essayer de récupérer son faucon et va essayer également de savoir ce qui lui est arrivé à ce faucon. Honnêtement, toute l'histoire se passe d'une manière assez sympa et ça se terminait jusqu'aux dernières petites pages bien, vraiment. Et puis voilà, il y a juste cette chute qui casse tout et que j'ai vraiment été obligée de faire lire à ma mère pour comprendre. Je sais pas si c'était le déni ou si c'est qu'il y avait des mots trop compliqués pour moi à l'époque, mais vraiment, ça m'a vraiment fait un choc. Donc je pense que la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que ça m'a fait un choc, mais sinon le reste de l'histoire était franchement sympa. Donc à vous de voir si vous voulez le lire. Ensuite, L'appel de la forêt de Jack London au livre de poche. J'ai lu ça effectivement quand j'étais ado, j'ai beaucoup aimé. Je me souviens de ces chiens-loups qui accompagnaient un homme et qui se creusaient des abris dans la neige, et qui se faisaient des espèces de petits trous
lisse et protecteur dans la neige et qui dormait là-dedans en boule. Je me souviens de tout un tas de détails qui, je crois, étaient du point de vue du chien, et c'était vraiment intéressant et sympa à lire. Je vais vous lire le résumé. Loin d'avoir une vie de chien, Buck coule une existence heureuse dans la famille du juge Miller. Grâce à son autorité naturelle, sa beauté, son intelligence et sa force, il règne en monarque absolu sur tous les autres animaux du domaine. Mais tout bascule un jour où, victime de la traîtrise d'un homme, il se retrouve vendu à un conducteur de traîneau dans le Grand Nord américain. Fini la vie d'aristocrate blasé, Buck va devoir affronter son destin dans un univers glacial et sans pitié, où chaque faute, chaque erreur est sévèrement sanctionnée. Saura-t-il survivre dans ce monde cruel où règne la loi du plus fort? Qu'adviendra-t-il de cet admirable chien le jour où il découvrira, d'abord avec amertume, puis avec un plaisir trouble et instinctif, le goût du sang? Œuvre maîtresse de Jack London, ce roman a tout pour passionner les jeunes lecteurs. Il y a l'aventure dans le Grand Nord, en Alaska, parmi les aventuriers et chercheurs d'or, à la découverte de l'univers mythique des pionniers américains, et il y a évidemment l'étonnante aventure de Buck, attachant et courageux, au destin hors du commun. Je me souviens vraiment de plus grand chose de cette histoire, je me souviens juste que j'ai bien aimé, et c'était tout à fait abordable pour mon âge. Si jamais certains d'entre vous ont déjà été tentés de lire L'Appel de la forêt, qui est quand même un texte assez connu, vous pouvez vous laisser tenter. On est d'ailleurs dans le thème de l'hiver, puisque c'est le grand froid en Alaska. Ensuite, je vais vous parler de Flamboyant, de Véronique Fleurquin, chez Hachette. C'est une proche de la famille qui m'a offert ce roman à une époque où j'étais grande lectrice, bien sûr. D'ailleurs, elle travaillait dans la bibliothèque dans laquelle j'empruntais tous mes clubs du Grand Galop et mes BD et tout. Donc voilà, elle savait que je lisais énormément et elle savait que j'aimais les chevaux donc. Et elle m'avait trouvé ce roman qui s'appelle Flamboyant, et je crois que c'est un tome 1, mais je n'ai jamais lu la suite. Déjà, c'était pas marqué, il me semble, sur le roman qu'elle m'avait acheté. Donc je n'étais pas au courant qu'il y avait une suite. Je l'ai terminé, peut-être que c'était assez ouvert, je me souviens plus. Il me semble pas que c'était ouvert à la fin, mais voilà, il y avait une suite visiblement. Je vais vous lire le résumé parce que c'est très très vague dans mon esprit, je l'ai bien aimé. Il me semble que c'était dans des pays orientaux, arabes, quelque chose comme ça, mais je ne me souviens plus bien. Lorsque Will choisit son destrier, c'est le plus beau jour de sa vie. Flamboyant est un étalon fin et nerveux à la robe cuivrée et au regard de braise. Son bonheur serait complet si la douce Ellie, dont il est amoureux, n'était promise à son frère Gavin. Mais un événement bien plus grave encore vient tout bouleverser. Le roi Richard Cœur de Lion appelle ses chevaliers à la croisade. Will et Gavin doivent partir, loin d'Ellie, mais avec Flamboyant. Une fois en Terre Sainte, la splendeur de ce dernier attise la convoitise d'un ennemi et l'animal devient un redoutable enjeu dans le combat. Will reverra-t-il son cheval vivant? Sortira-t-il vainqueur d'une telle tourmente? C'était un roman très exotique, les décors sont assez inhabituels. Je me souviens d'une ambiance très particulière que j'avais pas du tout l'habitude de lire à l'époque, et c'était pas mon genre en fait de lecture. C'est vraiment juste parce que j'aimais les chevaux que cette dame a pensé que j'allais aimer Flamboyant, et d'ailleurs je l'ai bien aimé, mais c'était pas du tout mon genre de lecture effectivement. Mais je le recommande quand même parce que j'en ai un bon souvenir, vu que je l'ai lu tout entier et que ça m'a marqué, j'y pense encore. D'ailleurs, je me souviens qu'elle m'avait offert ce livre avec un marque-page doré comme ça, à ma sœur et à moi. J'avais pu choisir lequel je voulais, donc j'avais choisi l'antilope et ma sœur avait choisi un autre marque-page. Je crois que c'était une main qui tient une plume, et donc c'était plutôt vertical, on voyait la main comme ça qui descend et la plume qui était encore plus bas. Et au final, j'utilise assez peu parce que il est très lourd et que finalement je lisais pas tant que ça ces derniers temps, mais peut-être que je devrais recommencer à l'utiliser parce qu'il est adapté au gros roman. Et en ce moment, je suis en train d'utiliser un marque-page magnétique en plus sur un gros roman, et je devrais peut-être pas faire ça. Voilà pour Flamboyant, j'ai vraiment très peu de souvenirs de ce roman, je sais juste que je l'ai bien aimé, donc si jamais ça vous intéresse, c'est peut-être un roman dont vous n'avez pas entendu parler, mais vous aimez les chevaux, les animaux en général, et ça vous plairait peut-être. Ensuite, Cheval de guerre de Michael Morpurgo chez Gallimard. C'est un roman qui a été adapté en film assez récemment. Je dis récemment parce que je me souvenais de ce roman pendant tant d'années, et puis un beau jour, il y a ce film qui sort, et je me disais « Ah, mais c'est le roman que j'avais lu il y a si longtemps !» Et j'étais surprise, et je n'ai pas vu ce film, encore une fois, je sais, je vous dis tout le temps ça. Je n'ai pas vu le film, mais j'ai lu le livre, j'en ai un très très bon souvenir. C'est un cheval qui passe de main en main, il me semble, au milieu de la guerre. Et donc il y a ce garçon, je crois, qui était son propriétaire et qui le cherche parce qu'il l'aimait très fort. Était 1914, dans la ferme de son père en Angleterre, Albert grandit en compagnie de son cheval, Joey. Pendant ce temps, d'immenses armées se préparent à s'affronter dans le cauchemar de la guerre. Dès lors, le destin de Joey est tracé. Vendu par le père d'Albert aux soldats anglais, il va devoir survivre dans l'enfer des champs de bataille. Albert et Joey
se reverront-ils? Joey, le cheval de ferme, devenu cheval de guerre en 1914, nous raconte son histoire avec simplicité. Témoin de la Grande Guerre, il va vivre l'horreur des combats auprès des Britanniques, des Allemands ou du côté des Français. Pour lui, les soldats, les paysans, les officiers et les vétérinaires ne sont pas des ennemis, mais des hommes chez qui il rencontre la bonté comme la méchanceté. Joey partage leurs souffrances et leurs peurs et sait leur redonner de l'espoir. Séparés par la guerre, éprouvés par les batailles, liés par une grande amitié. Ça a donc été adapté au cinéma par Steven Spielberg et mis en scène dans un spectacle couronné par 25 prix internationaux et admiré déjà par 8 millions de spectateurs au théâtre, d'accord? Je n'étais pas au courant. Donc effectivement, c'est un récit du point de vue du cheval, il me semble également. Donc un peu comme finalement L'appel de la forêt où c'est du point de vue du chien, là c'est du point de vue du cheval. Et je me souviens d'une chose, évidemment il y a des ennemis, toujours il y a des gens qui aiment pas l'animal ou qui veulent en profiter, ou je sais pas, le vendre, ou le... Voilà, mais il y a toujours ces personnages qui sont dans tous les camps possibles et imaginables et qui vont aimer ce cheval et qui vont vouloir le protéger, qui vont vouloir le garder auprès d'eux, etc. Et donc du coup, on se rend compte vraiment qu'il se fait des amis au fil du temps, c'est un peu comme s'il changeait de maître à chaque fois, mais il y a toujours ce maître originel qui est ce petit garçon qui a grandi avec lui et qui voudrait le retrouver. Donc je ne sais plus ce que ça raconte d'autre, je me souviens juste que c'était vraiment sympa en livre et peut-être qu'un jour je le regarderai en film. J'espère juste que ça finit pas mal parce que je me souviens plus. Je crois pas que ça finissait mal. Je suis de ces personnes qui ne veulent plus regarder des choses où ça se finit mal et qui ne veulent plus regarder des choses où des animaux meurent d'ailleurs. Donc tout ce qui est les films là comme celui où il y a le petit chien qui meurt là, ou je sais plus, il y a, vous savez le film avec Will Smith je crois, et un petit chien à un moment donné qui se fait tuer. Ça, je ne regarde pas. On m'a dit qu'il allait mourir le petit chien, donc je ne regarderai pas le film. Et voilà, je fais partie de ces personnes-là, ça me fait trop de mal maintenant. Il y a bien d'autres choses à regarder, qui n'ont pas ce genre de scène triste et faite juste pour nous faire pleurer ou juste pour nous marquer. Parce que franchement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que pour qu'on retienne le film, il faut que ça nous marque. Et parfois, donc, les gens qui créent l'histoire vont mettre des scènes qui vont nous attrister juste pour nous attrister. Et je préfère m'en passer. J'ai grandi, je n'ai plus cette curiosité morbide. Je me souviens de, je crois, le livre Une vie que j'avais lu de Maupassant, dans laquelle une chienne accouchait et il me semble qu'elle se prenait des coups de pied dans le ventre en plein accouchement, bref, ce genre de choses. Je ne lis plus ces choses-là. Ensuite, L'étoile de Kazan de Eva Ibbotson chez Albin Michel. Ça, je sais quand je l'ai lu, c'était l'époque du CDI de mon collège. Je lisais plein de choses là-bas et c'est comme ça que j'ai découvert Eva Ibbotson. Elle a publié L'étoile de Kazan et il y en a un autre également qu'elle a publié, je crois que c'est Reine du fleuve. Et il y a moyen que j'en ai lu peut-être encore un autre d'elle, ou même plus. Tous ces livres m'ont vraiment beaucoup plu. C'était jamais des coups de cœur, parce que c'était pas forcément des livres avec une intrigue, c'était plus des livres avec un enchaînement de péripéties et un enchaînement d'aventures. Et donc, c'était plus pour le voyage, en fait. Souvent, elle nous faisait voyager. Dans Reine du fleuve, je ne sais plus où ça se passait, mais c'était très exotique, avec des plantations, je crois, peut-être en Amérique du Sud. Et L'étoile de Kazan, ça nous fait voyager plutôt en Autriche-Hongrie. Donc, le résumé, c'est la naissance d'Annika est un mystère. Abandonnée dans une église, en pleine montagne, elle a été élevée par une famille excentrique de Vienne, la brillante capitale de l'Autriche-Hongrie. Sa vie bascule lorsque sa vraie mère réapparaît et l'emmène vivre dans son château en Allemagne. Dans cette nouvelle demeure, Annika ne découvre qu'une atmosphère morne et glacée, mais elle trouve l'amitié auprès du jeune palefrenier Z, un gitan passionné par les chevaux et qui rêve de rentrer à la prestigieuse école d'équitation de Vienne. Ensemble, ils vont vivre des aventures extraordinaires et découvrir de terribles secrets. J'avais beaucoup aimé ce livre. Pas coup de cœur encore une fois, mais de toute façon je me souviens plus bien quels étaient mes vrais coups de cœur dans l'enfance, à part les Serge Brussolo et les Pierre Bottero dont je vous ai déjà parlé. Mais L'étoile de Kazan, je pense que c'était un quasi coup de cœur, et ça parlait donc d'une jeune fille qui découvrait que sa vraie mère possédait donc un château, et quand elle arrive dans ce château, elle se rend compte qu'elle n'a même pas le droit de faire le ménage parce que en fait, c'est pas son rôle à elle et tout. Et donc, du coup, je me souviens que c'était une jeune fille qui aimait bien être très indépendante et s'occuper de ses affaires. Et en fait, on l'obligeait à laisser faire les serviteurs. Elle n'avait pas le droit de traîner avec le gitan qui s'occupait des chevaux et qui voulait donc aller dans cette fameuse école d'équitation à Vienne. Et voilà, ça parle de chevaux. Il y a effectivement pas mal de choses sur les chevaux. Et il y a des secrets qui concernent un petit peu plus les origines de Annika et sa découverte d'elle-même, de ses origines et de ce qu'elle veut faire dans la vie. Et c'est très poétique et c'est très sympa à voir, c'est à dépayse parce que voilà, là c'est un roman qui se passe en Autriche-Hongrie, mais on avait aussi de Eva Ibbotson, donc comme je le disais, des choses qui se passaient dans d'autres lieux
assez peu traité, je trouve, dans les romans que moi en tout cas j'ai lus. Donc pour du roman jeunesse, je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà pour L'Étoile de Kazan. Ensuite, je vais vous parler d'un roman de Pierre Bottero, ou plutôt une saga. Il s'agit de la saga L'Autre, chez Rageot. C'est une saga que j'ai découverte assez tardivement. J'avais déjà lu pas mal de romans de Pierre Bottero, puis j'ai découvert qu'il avait sorti cette saga également. Et c'est une histoire d'animaux, dans le sens où c'est une histoire de change-forme et de pouvoirs magiques. Nathan habite au Canada, il excelle dans tous les sports au point que c'en est étrange. Shae vit près de Marseille. Elle possède, tapie au fond d'elle-même, une chose, C majuscule, qu'elle ne maîtrise pas. Lorsqu'ils se rencontrent à Marseille, ils comprennent que leurs existences sont liées. Après avoir échappé à des individus sans visage et des créatures infernales, ils sont recueillis par la famille de Nathan et pénètrent dans la maison de l'ailleurs, mais l'autre, A majuscule, triple et terrifiante incarnation du mal, les y traque. Je ne me souviens pas de grand chose. Je me souviens qu'elle a ses problèmes de contrôle d'elle-même. Je me souviens de ce garçon qui va lui apporter du soutien. Et je me souviens de ce seigneur du mal, je crois qu'il est un petit peu maître des mouches ou un truc comme ça. Je crois que c'est un genre d'être démoniaque. C'était assez sympa à lire. Mais je me souviens aussi que c'est une trilogie et que dans cette trilogie, les personnages ne sont pas les mêmes tout au long de la saga. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va suivre les enfants de ces personnages d'origine. C'est un truc qui me fait un peu du mal, je pense, parce que j'ai toujours du mal avec cette idée que les personnages vieillissent, que les personnages disparaissent et que après ça, une nouvelle génération arrive, etc. C'est vrai que j'avais eu du mal aussi avec Harry Potter, voir la clôture de cette saga et qu'à la fin, on se retrouve avec un vieux Harry Potter. Je dis vieux, bien sûr, voilà, un Harry Potter adulte, et que finalement, il ne pourra plus vivre d'aventures, en tout cas pas des aventures de jeunes hommes de 20 ans par exemple, puisqu'il a déjà fait des enfants qui ont l'âge d'Ella Poudlard, et donc c'est ces enfants qui doivent vivre ces aventures, et il va falloir apprendre à les connaître si jamais il y a une suite, bien sûr. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une suite Harry Potter, c'était vraiment la clôture ultime, mais je trouvais dommage qu'on nous ferme comme ça l'imagination sur ce que pouvaient vivre les personnages après. J'aurais voulu peut-être qu'ils vieillissent moins vite. C'est peut-être moi seulement, je sais pas si je suis la seule. D'ailleurs, si vous avez eu les mêmes sensations que moi, pas forcément sur Harry Potter, mais en général sur des personnages comme ça qui vieillissent trop d'un bouquin à l'autre, ou dont les enfants prennent la relève par la suite. C'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça, parce que surtout en tant qu'enfant, j'avais du mal avec l'idée que on devait dire adieu à nos héros parce qu'ils n'étaient plus de notre âge et on ne pouvait plus les comprendre, et maintenant il fallait qu'on s'adapte et qu'on aille voir leurs enfants. La génération n'était plus la même. Bref, j'étais un petit peu chamboulée. Et donc dans l'autre, c'est ce qui se passe. On va se retrouver à devoir suivre des personnages beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire encore plus jeunes, je crois, que les personnages d'origine, et on va devoir apprendre à les connaître. Mais c'était un chamboulement temporaire, momentané, et quand je me suis mise à lire, que j'ai appris à connaître ces personnages, finalement je les ai bien aimés aussi, et voilà, l'histoire était sympa. Je recommande la saga parce que j'en ai un bon souvenir, encore une fois, et puis c'est Pierre Bottero, donc voilà, c'est un petit peu un incontournable et une valeur sûre. Et je vais terminer avec un roman qui n'est pas exactement un roman sur le thème des animaux. J'ai envie de dire que si quand même, parce que c'est un roman où il y a des créatures un peu surnaturelles, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est un roman dont je voulais vous parler, et j'arrivais pas à le mettre dans les différents thèmes, mais c'est un roman quand même qui m'a plu énormément, même si c'est très vague encore dans mon esprit. Et c'est un roman qui a sa petite histoire également, donc je vais vous en parler, et ce sera le dernier roman de cette vidéo. Il s'agit des Disparus du royaume de Faerie de Chris Wooding, chez Folio Junior. Je commence par vous lire le résumé. Fille étrange et solitaire, Poison vit dans une contrée de marécages grouillants de bêtes et de maladies, mais un jour, sa sœur est brutalement enlevée par une créature du royaume de Faerie et Poison part à sa recherche. Dans sa quête éperdue, elle découvre le monde des royaumes parallèles peuplés de créatures extraordinaires et rencontre le maître des destinées. Elle est loin d'imaginer ce que lui réserve l'avenir. Dans la grande tradition du fantastique, une aventure étourdissante sur la quête des origines, une héroïne hors du commun, des personnages magiques et envoûtants, et c'est à partir de 11 ans donc. Ce roman, en fait, je l'avais emmené avec moi en colonie de vacances, je me souviens. J'étais allée quelque part en France pour faire de l'équitation et faire du cirque également, donc une partie de la journée on s'entraînait pour faire notre numéro pour qu'à la fin du séjour on ait un spectacle où tous se représentent avec leur numéro, et le reste du temps on allait faire de l'équitation et on montait toujours le même cheval, et je me souviens que je montais un cheval fjord magnifique, couleur crème café au lait avec une belle ligne noire sur le dos et une crinière blanche en brosse, bref, il était magnifique ce cheval, je me souviens. Et j'avais donc 2 amis. Dans cette colonie de vacances, j'étais super âgée, je devais avoir 14 ans,
pendant que tout le monde avait maximum 11 ans, je crois, un truc comme ça. Donc j'étais un petit peu la maman de tout le monde, je me souviens que tout le monde me suivait et tout le monde piaillait dans mon dos et je leur disais comment placer les couverts autour de l'assiette quand on allait manger, enfin c'était... J'avais un peu tous les petits poussins qui me suivent, c'était rigolo. Et donc j'avais mes 2 amies qui avaient à peu près 11 ans et je me suis mise à leur lire ce livre le soir en allant me coucher. Et elles ont vraiment beaucoup aimé. Je me souviens qu'elles voulaient la suite tous les jours et donc tous les jours avant d'aller nous coucher, parce qu'on était dans du coup la même chambre, en fait on était 3 dans cette chambre, et je me souviens que je leur lisais cette histoire, Les disparus du royaume de Faerie. Et du coup on a découvert l'histoire ensemble. Après bien sûr j'ai pas pu lire tout le roman dans cette colonie de vacances parce que ça a duré 2 semaines, mais je pense pas qu'on ait pu lire ça tout le long, donc en fait j'ai dû terminer, mais bon je me souviens qu'il y avait un énorme engouement sur ce roman, et peut-être que je ne sais pas, je ne saurais jamais, mais peut-être qu'elles se sont procuré le roman d'elles-mêmes après et qu'elles l'ont lu. Je crois pas qu'elles étaient des grandes lectrices, mais peut-être que sans le savoir je leur ai donné le goût de la lecture. Donc j'aime bien imaginer ça. Dans tous les cas, donc c'était un livre très particulier. Ça raconte donc l'histoire de cette jeune fille poison qui vit dans les marécages avec sa petite sœur, et je sais plus si elle avait des parents, s'ils étaient là ou si elle était abandonnée avec sa petite sœur, ou je ne me souviens plus du tout. Je me souviens surtout qu'elle a fait un grand voyage, donc après je me souviens pas des parents, c'est normal. Mais sa petite sœur a été échangée contre un changeling là, vous savez, je connais pas bien ce folklore, mais en gros il y a une créature chelou qui était à la place du bébé dans le berceau, et elle a compris que sa petite sœur avait été enlevée et qu'on lui avait laissé cette créature bizarre à la place. Et du coup, il fallait qu'elle aille chercher sa petite sœur. Et elle part donc en quête de sa petite sœur, et elle va traverser les marécages, et puis elle va traverser des régions inhabitées ou des régions pleines de créatures, je ne sais plus. Et c'est extrêmement vague dans ma tête ce qui se passe. Je me souviens juste que j'en ai un énorme souvenir et que ça m'avait beaucoup marqué et fait réfléchir, parce qu'il y a énormément de questions existentielles. Il y a des questions vraiment sur le but de la vie et sur la façon dont on décide de vivre sa vie, du destin, et de ce genre de questions vraiment complexes. Et j'avais beaucoup aimé. Mais je ne me souviens pas vraiment si c'était une histoire avec début, milieu, fin, avec happy ending et tout se passe pour le mieux. Peut-être, hein, c'est très possible que ce soit ça, mais c'est pas ça qui m'a vraiment marqué. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment toutes ces questions qui ont été abordées au cours du roman, et toutes ces interrogations et ces choses auxquelles on ne pensait pas, un peu comme si on brisait le 4e mur et tout d'un coup le personnage nous regarde. C'est pas ça, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ce genre de bizarrerie dans un roman que je n'avais jusque-là jamais lu, et d'ailleurs je pense pas que je l'ai relu, ce genre de choses. J'essaye de pas vous spoiler parce que je me souviens de choses plus précises que je n'ai pas envie de mentionner, pour ne pas justement vous dire exactement de quoi il en retourne. Mais voilà, j'en ai un bon souvenir. J'ai réussi à intéresser des gamines de 11 ans qui ne lisaient pas normalement et qui m'ont écouté en silence tous les soirs leur raconter la suite du roman. Donc c'est un roman qui a une petite place dans mon cœur parce qu'il y a cette petite histoire qui y est associée, et ça me permet également de me rappeler des aventures que j'ai moi-même vécues au cours de mes différentes colonies de vacances. Voilà pour ce dernier roman. Je pense que ça colle quand même à l'histoire, les changelings et les créatures bizarroïdes, on va dire que c'est des animaux, et voilà, m'embêtez pas avec ça. De toute façon, je n'aurais pas pu caser ce roman ailleurs, je ne trouvais vraiment pas de thème pour ça. C'est dit comme ça, je n'ai plus besoin d'en parler. Surtout si vous l'avez lu ou que ça vous donne envie de le lire, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi pour tous ces livres que je vous ai cités aujourd'hui, si ça vous intéresse de les lire, si vous en avez entendu parler, si vous les avez lus vous-même et que vous les avez aimés ou pas du tout. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous, et je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.